Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Javier Poussard sur sa propre chaîne YouTube et je vous invite vivement bien sûr à vous abonner. Il vient juste de l'ouvrir et il va nous parler du fameux procès américain et de la grosse opération de communication qu'il y a derrière. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et j'en profite parce que je pense qu'il la regardera. Il est le bienvenu sur la chaîne quand il le souhaite. Je sais qu'on se suit sur X, donc il n'hésite pas à m'envoyer un message si ça l'intéresse, Javier Poussard, de venir sur la chaîne pour nous en parler. Et je remercie également tous ceux qui me soutiennent sur Patreon et sur Tipeee. Merci du fond du cœur. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo, tout comme le lien directement sur la chaîne de Javier Poussard. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. D'engager 150 procédures, surtout à l'heure des réseaux sociaux, enfin tout ça n'a aucun sens, quoi. Donc là, ils sont pas sûrs de la viabilité de l'action. Il faut dire qu'ils ont déjà perdu un procès contre Amandine Roy et Natacha Ray en France, c'est-à-dire qu'ils ont perdu à domicile, hein, avec des avocats. Je rappelle que c'est Emmanuel Macron qui nomme les juges, hein, il est garant, il nomme les juges et il est garant de l'indépendance de la justice en France. Donc en fait, il jouait à domicile. Hein, et même à domicile, en choisissant l'arbitre, hein, il n'était pas capable, et avec les moyens qu'ils ont, de gagner ce procès contre Natacha Ray. Donc vous imaginez bien qu'aux États-Unis, ça paraît complètement impossible. Donc évidemment, il commençait à désamorcer sur le fait que, en fait, cette poursuite contre Candace Owens n'était qu'une opération de communication destinée à gagner du temps. La deuxième phase de cette opération de communication a été le livre de Florian Tardif, qui a acheté cette histoire que les Macron ont essayé de vendre à tous les journalistes depuis 2 ans, c'est-à-dire grosso modo, à partir du moment de la phase Douai-Sagan, les Macron commençaient à raconter aux journalistes que Macron avait une liaison avec une actrice iranienne, ce qu'on appelle un contre-feu. Hein, sur le modèle de ce qu'avait été le contre-feu de l'affaire Mathieu Gallet, puisqu'en fait, au moment où l'opération com, pendant la première campagne présidentielle, en 2016, quand on officialise qu'en vérité, la relation entre Brigitte et Emmanuel Macron, à son commencement, relève du détournement de Miller, les Macron, pour maquiller ça, vont lancer eux-mêmes l'affaire Mathieu Gallet. Ça a été rapporté par une journaliste de Gala, Candice Nedelec, et par un journaliste d'investigation qui s'appelle Marc Andevelde, qui raconte bien que c'est à Bercy. Hein, en fait, les Macron ont réseauté. Hein, il y a à l'époque, Emmanuel Macron est ministre de l'économie. Ils organisent 2 dîners de réception par jour pour réseauter le tout Paris des affaires, de la culture, etc., etc., des journalistes, etc. Et donc ils ont cramé la caisse, hein, évidemment. Et au moment où les invités vont partir, Brigitte se lève et dit et vous savez, Emmanuel Macron n'est pas homosexuel, il n'est pas en couple avec Mathieu Gallet. Et à ce moment-là, quand les gens reviennent, ils discutent avec leur entourage. Ah, vous savez, il y a une rumeur qui dit que Macron est en couple avec Mathieu Gallet. Et c'est comme ça que le feu de brousse a pris. Et il est aujourd'hui établi, mais ce n'est jamais rappelé, mais c'est établi par des journalistes tout à fait mainstream, comme on dit aujourd'hui, que les Macron avaient été eux-mêmes les diffuseurs de la rumeur Mathieu Gallet. Et quand on comprend le contexte dans lequel cette rumeur avait été diffusée, on comprend qu'elle avait été diffusée, on se rappelle tous qu'on parlait tous de Mathieu Gallet au moment était officialisé en filigrane la vraie nature de la rencontre entre Emmanuel et Brigitte Macron, qui relève effectivement du détournement de mineurs, puisque lors de la rencontre, Emmanuel Macron avait 14 ans, et puis qu'ensuite Emmanuel Macron est parti en terminale à Henri IV pour sa terminale, donc il a 16 ans. Donc la relation s'est nouée entre 14 et 16 ans, et comme Brigitte Macron est adulte ayant autorité, la majorité sexuelle est dans ce cas-là fixée à 18 ans, et la question du consentement ne se pose absolument pas. Donc là, on a un journaliste qui vient acheter l'histoire de Emmanuel Macron, coureur de jupons, en couple avec une actrice iranienne, et c'est pour ça, ayant découvert cette relation, dit-on, platonique, hein, on voit typiquement les éléments de langage des Macron, c'est-à-dire platonique, dont on ne sait rien, voilà, que Brigitte Macron aurait giflé Emmanuel Macron dans l'avion. Alors, c'est étrange comme opération de communication, puisque ça permet de remettre sur le devant de la scène l'épisode de la gifle, où effectivement il y avait eu encore un effet stressant, puisque les Macron avaient menti en faisant ces images
diffusés par les Russes, générés par l'IA. Ils avaient ensuite changé de version en expliquant que c'était des chamailleries. Enfin, tout ça n'a absolument aucun sens. Donc, deuxième phase de l'opération de communication, Emmanuel Macron, hétérosexuel, coureur de jupons. Et là, troisième phase de l'opération, le documentaire La fabrique du mensonge. Donc qui d'ailleurs non sans hypocrisie, puisqu'on voit très bien au niveau de la post-production que les équipes de la fabrique du mensonge ne se sont pas privées dans le choix des photos, de mettre des photos très peu avantageuses pour Brigitte, notamment des photos des pieds. J'ai été surpris de voir des assemblages avec des photos de la planète des singes, des comparaisons de visages avec Patrick Juvet. Enfin, on sent que quand même ils se sont fait plaisir et qu'en même temps on recherche quand même l'audience, puisqu'on sait très bien que c'est un sujet qui va faire l'audience, et ce qui n'a pas manqué, puisqu'il y a eu 900 000 téléspectateurs, ce qui est tout à fait exceptionnel pour France 5, avec 5,1% de part d'audience. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec comment on fabrique le mensonge, comment la fabrique du mensonge, comment France Télé a fabriqué le mensonge au sujet de l'affaire Brigitte Macron, avec des procédés. C'est-à-dire qu'il y a des grosses ficelles et ça permet aussi de faire un peu de pédagogie. Alors, la première technique, c'est de réécrire la chronologie. C'est-à-dire quand il y a une affaire qui vous embête, pour la nier, vous modifiez la chronologie. Je vais donner deux exemples très simples. L'affaire Alstom. L'affaire Alstom, on nous raconte que c'est une opération qui a été menée en 2014. Or, un rapport avait été commandé par Emmanuel Macron dès le mois d'octobre 2012, quand il était secrétaire général adjoint chargé de l'économie à l'Élysée, un rapport commandé à un cabinet américain qui recommandait la vente d'Alstom à General Electric. Donc c'est bien Emmanuel Macron qui était à la manœuvre depuis octobre 2012 à l'Élysée, et l'opération était encore antérieure, puisqu'Olivier Marleix va découvrir lors de sa commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Alstom, le pacte de corruption, que le banquier d'affaires de Bouygues, c'est-à-dire la banque Rothschild, s'était déplacé aux États-Unis dès l'été 2012 pour engager les négociations en vue de ses parts dans Alstom. Voilà, donc modification de la chronologie. Donc c'était pas 2014, c'était bien antérieur, au moins l'été 2012. Autre manipulation sur la chronologie, l'affaire Epstein, cas typique, où on a d'abord raconté que Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell s'étaient connus au début des années 90 à New York, après la mort de Robert Maxwell, quand Ghislaine, ayant perdu son père, était arrivée à New York et avait rencontré Jeffrey Epstein, ce qui est information dont on a découvert qu'elle était fausse, puisque leur relation était antérieure et qu'ils se connaissaient depuis les années 80 et qu'ils s'étaient rencontrés dans le giron de Robert Maxwell. Alors pourquoi cette modification de la chronologie ? Ça permettait tout simplement de masquer les commanditaires de l'opération menée par Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein, c'est-à-dire essentiellement, dans ce cas-là, le renseignement israélien, puisque Robert Maxwell était bien l'Israël super spy décrit par Gordon Thomas, c'est-à-dire le super espion israélien. Voilà, donc la modification de la chronologie permet souvent de cacher une affaire et de l'étouffer. C'est un ressort tout simple. Donc là, c'est très simple. On nous explique que l'affaire débute par une vidéo de Natacha Ray chez une médium, Amandine Roy, et qu'il y a un buzz. Et donc du coup, là, l'affaire part de rien. C'est-à-dire c'est une vidéo sur YouTube par deux kidam. Donc c'est... il n'y a pas d'affaire, quoi. En fait, c'est du commérage. C'est du commérage sur YouTube. En fait, c'est pas ça du tout l'affaire. L'affaire, c'est que Natacha Ray, c'est une femme qui a une thèse. Et donc l'affaire ne commence pas en décembre 2021. L'affaire commence 6 mois plus tôt, puisque Natacha Ray, qui a une thèse, c'est-à-dire que Brigitte Macron étant en réalité son frère Jean-Michel Trogneux, rentre en contact avec moi. Elle suspecte une des membres de la famille, par alliance de Brigitte Macron, d'être la vraie mère des enfants. On découvrira que ce point-là est faux, mais elle suspecte cette dame d'être la vraie mère des enfants, Laurence, Stéphane et Sébastien. Je trouve son numéro de téléphone à cette dame et je dis à Natacha Ray, on utilisera, on lui posera des questions le moment venu, et Natacha Ray prend les devants et elle va contacter cette femme en lui envoyant
l'assemblage photo, le petit garçon sur la photo, c'est-à-dire Jean-Michel Trogneux, et une photo actuelle de Brigitte Macron, en lui disant « Je sais tout pour vous, je sais tout pour Jean-Michel, je sais tout pour Laurent, Stéphane et Sébastien ». Et quelques jours plus tard, Natacha Ray va voir la gendarmerie débarquer chez elle, l'emmener et la placer en garde à vue, une garde à vue extrêmement violente, pendant laquelle elle va dire qu'elle est en contact avec moi, à la suite de quoi mon webmaster va être placé sous contrôle judiciaire pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Hein, et donc c'est dans ce cadre-là, c'est-à-dire que moi je vois factuellement, une femme a une thèse, elle contacte un membre par alliance de la famille de Brigitte Macron. Donc question, est-ce que ça a dérangé? C'était ça la question en substance. Et est-ce que Brigitte a peur non, la question très précisément, c'était pourquoi Brigitte rechine-t-elle à s'épancher sur son passé? A-t-elle peur d'en voir ressurgir Jean-Michel, ce jeune garçon aux attaches fines et au cœur perturbé, tout simplement? Et je m'appuyais factuellement sur l'histoire d'une femme qui avait une thèse, qu'il avait soumise à un membre par alliance de la famille de Brigitte Macron, et qui, à la suite de ça, avait été emmenée en garde à vue. Elle envoie des messages sur WhatsApp. Je signale, pour expliquer à quel point c'est anormal, que par exemple, on voit dans l'affaire Liana, que l'individu suspecté de l'avoir violée et tuée avait visiblement des antécédents, puisqu'il y avait eu des signalements, d'innombrables signalements, pour des faits de viol sur mineurs. Or, on a aujourd'hui un témoignage de la mère d'une des victimes qui dit que elle, quand elle appelait la gendarmerie, hein, pour avoir des nouvelles de ça, où en était sa plainte par rapport à sa fille de 11 ans qui s'était fait violer, hein, la gendarmerie lui demandait d'arrêter, il lui avait dit « arrêtez de nous harceler ». Voilà. Hein. Donc en fait, on comprend bien ce que ça veut dire là, l'histoire du harcèlement. C'est-à-dire qu'en fait, en France, un harceleur, la définition radicale d'un harceleur dans la France d'Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui soit s'indigne de la prolifération de la pédocriminalité au sein de nos élites, ou qui se plaint que son enfant ait été violé. Voilà, on en est là. Donc c'est pour ça que je dis que la garde à vue, mon relais de la thèse de Natacha Ray sous l'angle de sa garde à vue et de poser la question de sa thèse dans le Mystère Brigitte Macron, donc la première phase, Mystère Brigitte Macron, qui est publié à la fin de l'été 2021, est tout à fait justifié. Suite à quoi, un contrôle fiscal a été engagé au mois de novembre sur la société mère de la lettre confidentielle que je dirige alors. Et voilà, donc il y a déjà quelque chose. Ensuite, Emmanuelle Anison, qui est une journaliste au Nouvel Observateur, va se pencher sur cette garde à vue. Elle va interroger les membres par alliance de la famille de Brigitte Macron qui sont à l'origine de la garde à vue, et elle va découvrir quoi? Que cette garde à vue a été pilotée depuis le début par l'Élysée, puisque ces membres de la famille par alliance du coup présidentiel ont immédiatement appelé l'Élysée après avoir reçu les messages, et l'Élysée les a poussés à porter plainte en leur assurant qu'il les soutiendrait. Voilà. Je suis désolé, mais qu'est-ce qu'on doit comprendre avec toutes ces opérations de communication généralement? Quand vous allumez des contre-feux, c'est qu'il y a une affaire derrière et vous ne voulez pas que les gens en parlent, que la presse en fasse, bien sûr, le relais. Donc vous allez mener des contre-feux. Donc si je suis toute cette logique, eh bien il y a véritablement une affaire, et même à mon sens plusieurs, derrière le couple Macron et derrière Brigitte Macron. Je vous invite vraiment à aller voir l'intégralité, bien sûr, de la vidéo de Javier Poussard sur sa chaîne pour vraiment comprendre et pour vraiment réaliser qu'il y a une véritable affaire derrière et que cela met en difficulté le couple Macron et pourrait, à l'avenir, peut-être les mettre beaucoup plus en difficulté, mais je pense que je vous en ferai d'autres vidéos à l'avenir. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.